Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par MyHeritage. MyHeritage est une plateforme qui vous permet de construire votre arbre généalogique. C'est ultra complet et très simple à mettre en œuvre. Vous pouvez partir de vos parents et ouvrir des branches grâce aux liens familiaux suggérés. L'outil regroupe également plus de 19 milliards de documents historiques qui vous aideront à découvrir votre histoire familiale, dans votre pays et même à l'international. En effet, construire son arbre généalogique, trouver et compiler des informations sur ses ancêtres peut s'avérer compliqué. C'est là qu'intervient MyHeritage qui vous permet de reconstituer votre arbre généalogique en vous offrant des pistes de recherche à l'aide de sa base de données. Personnellement, j'ai pu reconstituer un arbre assez vaste et ce que j'ai appris m'a pas mal surpris. J'ai essayé de remonter le plus loin possible sur l'origine du nom Lisoire et je suis tombé sur un document de 1845 qui évoque un certain Joseph Lisoire, enfant trouvé et apporté à l'hôpital à l'âge approximatif d'1 mois. On lui donne le nom de Lisoire et ainsi commence l'histoire de notre nom. J'ai également appris qu'un de mes ancêtres était mort pendant la Première Guerre mondiale et j'ai même pu retrouver son régiment. Grâce à son algorithme, MyHeritage permet de gagner un temps considérable avec une interface conviviale et des outils de correspondance où il n'est pas nécessaire de connaître tous ses ancêtres ou une tonne de détails pour commencer à construire son arbre. Ces histoires de famille, dont je n'avais aucune idée, sont fascinantes. Elles m'ouvrent une vision différente de mes origines et du concours de circonstances qui m'a amené à être ici aujourd'hui pour vous parler de l'actualité spatiale. Avec MyHeritage, vous pouvez même coloriser et animer vos vieilles photos de famille, les résultats sont incroyables. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez vivre la même expérience et découvrir votre histoire familiale, je vous invite à suivre le lien figurant dans la description. Il vous donnera accès à un essai gratuit de 14 jours et à une réduction de 50% sur l'abonnement premium. Bref, nous, on retourne à l'actualité spatiale. Si on pouvait regarder la Voie lactée du dessus, on verrait le Soleil à peu près à mi-distance entre son centre et son bord. Il est admis que notre étoile se trouve à peu près à 27 000 années-lumière de Sagittarius A étoile, le trou noir central de notre galaxie. La région qui entoure ce dernier est assez différente de l'espace qu'on observe autour de nous. On y trouve de nombreuses étoiles, dont certaines sont incroyablement jeunes. Elles semblent toutes survenir d'un épisode de formation brusque qui a eu lieu il y a quelques millions d'années. On y trouve également un petit groupe d'étoiles en orbite étroite autour du trou noir. Lorsqu'elles passent au plus près du monstre galactique, certaines d'entre elles peuvent grimper jusqu'à 8% de la vitesse de la lumière. Un joli test pour la relativité générale. C'est dans cette région pleine d'étrangetés que James Webb a dernièrement pointé son miroir géant. La NASA a révélé la semaine dernière une image haute en couleurs et en découvertes intéressantes. Elle a pu être produite avec l'instrument NIRCam dans l'infrarouge proche. Aussi séduisante soit-elle, il faut donc se rappeler que ces couleurs ne sont pas réelles. Le cliché contient en tout un demi-million d'étoiles. Il représente une petite partie du centre galactique dénommé Sagittarius C, qui se situe à environ 300 années-lumière du trou noir supermassif. James Webb a pu identifier un groupe de proto-étoiles, des étoiles qui sont encore en train de grossir en accumulant de la matière depuis un nuage moléculaire très dense. Le nuage est en fait si dense qu'il cache en grande partie ce qu'il se passe derrière. C'est à cause de lui que cette partie de l'image apparaît très sombre. C'est en fait une illusion puisqu'il s'agit d'une des régions de la photo contenant le plus d'étoiles. Sous cette partie sombre se trouve une grande zone bleutée. Elle représente des nuages d'hydrogène ionisé. Bombardés par les photons très énergétiques des étoiles en formation, ils présentent une structure complexe. On voit apparaître des sortes d'aiguilles qui semblent orientées dans toutes les directions. Cela fait partie des caractéristiques de cette photo qui n'ont pas encore d'explication. La taille du nuage d'hydrogène ionisé est aussi surprenante. Il s'étend sur une distance bien plus grande que ce qui aurait été attendu. Ces surprises devraient déboucher sur de nouvelles périodes d'observation du centre galactique. Sagittarius C, en particulier, est un environnement parfait pour tester les modèles de formation d'étoiles et le rapport de ces dernières avec leur milieu. Est-ce que les étoiles les plus grosses se forment en général plus près du centre galactique, ou bien leur distribution est-elle plus hasardeuse? Pour répondre à ce type de questions, James Webb devra multiplier les observations dans différentes régions dans les années qui viennent.
Cela pourrait être l'occasion de déterminer où dans la galaxie les conditions similaires à celles qu'on connaît sur notre planète ont plus de chances de se produire. On se rappelle que James Webb a été lancé par Ariane 5 et on vient de recevoir de très bonnes nouvelles de sa remplaçante, Ariane 6. Elle a réussi un de ses tests finaux le 23 novembre. Un moteur Vulcain 2.1 a été mis à feu avec succès pendant plus de 7 minutes. Il était intégré à un modèle à taille réelle de la fusée. Ce test permet de valider le fonctionnement du premier étage sur une longue durée, similaire au travail qu'il devra fournir lors d'une mission réelle. Ariane 6 est ainsi dans de bonnes dispositions pour démarrer sa carrière dès l'année prochaine. Il faut encore réaliser une dernière mise à feu de l'étage supérieur pour voir comment il fonctionne dans des conditions dégradées. L'allumage suivant sera alors normalement réservé à la première mission du nouveau porte-drapeau des fusées européennes. D'ici à ce que le dernier test prenne lieu, on espère évidemment avoir une date probable pour le premier décollage de la fusée. Elle a un carnet de commandes bien rempli et il faudra donc rapidement monter en puissance. Toujours en Europe et même en France, l'entreprise Latitude a récemment invité la presse à venir visiter sa nouvelle extension d'usine. Cela a été l'occasion de présenter à nouveau la fusée Zephyr et son moteur Navier qui a subi quelques changements. Fini les pompes électriques, il est dorénavant équipé de turbopompes. Il sera assemblé en grappe de 7 moteurs pour le premier étage et un Navier optimisé pour le vide au second. L'entreprise rémoise veut voir grand et aller vite. La production de la première fusée Zephyr devrait ainsi commencer l'année prochaine. Par la suite, Latitude veut faire construire une autre usine de plus de 20 000 mètres carrés. Elle serait conçue pour assembler jusqu'à 50 lanceurs par an, une vraie cadence à la SpaceX. Bien sûr, avant d'en arriver là, il faudra déjà que les finances suivent. Latitude a pour le moment levé 10 millions d'euros, ce qui est une belle somme à l'échelle du New Space français, mais encore insuffisant pour dérouler toutes les ambitions affichées. Il faudra par ailleurs que le modèle de micro-lanceur qu'incarne Zephyr trouve son marché. Latitude fait un peu le pari inverse de SpaceX. Plutôt que de chercher la fusée la plus grosse et les coûts les plus bas possibles, la Zephyr est conçue pour faire du sur-mesure. Elle lancera de très petites charges utiles, mais avec guère plus d'un ou deux clients à chaque vol. Cela permettra à ces derniers d'accéder exactement à l'orbite visée en échange d'un coût au kilo plus élevé. On verra donc peut-être dès l'année prochaine si ce pari s'avère gagnant. Dans le New Space chinois, on développe également de nouveaux lanceurs. Une entreprise qui s'est particulièrement illustrée cette année est Landspace. Avec son lanceur Juche 2, elle est parvenue il y a quelques mois à devenir le premier acteur à atteindre l'orbite avec une fusée au méthane, devant ULA, Blue Origin et même SpaceX. La Juche 2 est une fusée capable de placer plusieurs tonnes en orbite et qui devrait continuer à voler dans les années qui viennent. Mais déjà, Landspace pense à la suite et a présenté voilà quelques jours le lanceur Juche 3. Ce dernier sera considérablement plus puissant. Avec 20 tonnes de charge utile en orbite basse dans sa configuration la plus avantageuse, il flirte avec la catégorie des lanceurs lourds. Son premier étage sera réutilisable. Les 20 tonnes seront donc atteintes s'il n'y a aucune récupération. S'il faut récupérer le premier étage le long de sa trajectoire, on tombera à 16,5 tonnes. Et si ce dernier revient vers son site de lancement, il faudra se contenter de 11 tonnes. La Juche 3 sera construite en acier inoxydable. Après le méthane, on voit donc Landspace continuer à adopter agressivement les dernières tendances du secteur. Là aussi, la question du marché se pose. Les institutions chinoises offrent pour le moment peu de contrats à leur secteur privé. Une fusée comme la Juche 3 ne pourra probablement pas se trouver de place dans le programme Chang'e. La Juche 2 et la Juche 3 vont donc devoir convaincre leur marché domestique et quelques acteurs internationaux pour qui ils peuvent représenter une solution viable. Difficile d'estimer les chances de réussite depuis l'Occident. On salue toutefois l'ambition et les très bons résultats de Landspace. La Chine, dans son ensemble, a développé des capacités spatiales impressionnantes au cours des 10 dernières années. Elle possède notamment sa propre station multimodule, occupée en permanence par des équipages. C'est un outil qui lui permet de se préparer pour des voyages habités plus loin dans le système solaire, sur la Lune et peut-être même un jour sur Mars. Une bonne partie du reste du monde dispose de cette même capacité grâce à l'ISS, la Station Spatiale Internationale.
Pur produit de la fin de la guerre froide, elle réunit Russes, Américains, Européens, Japonais et Canadiens dans un même projet, la plus grande station spatiale jamais assemblée. Seulement, cette dernière est sur la fin de sa carrière. Une bonne partie de ses participants ont annoncé vouloir mettre un terme à l'aventure en 2030. Côté occidental, on nous promet que ce sont des stations privées qui vont prendre la relève. Mais rien ne garantit que ces dernières seront prêtes à temps. Le 20 novembre, lors d'un meeting sur le vol habité, un des directeurs de la NASA a évoqué la possibilité d'un trou capacitaire dans le vol habité américain. Autrement dit, il pourrait s'écouler des mois ou des années entre la fin de l'ISS et la première station privée pleinement opérationnelle. La NASA souhaite en effet rester très exigeante sur la sécurité et n'hésitera pas à retarder des projets qu'elle n'estime pas suffisamment matures. On a vu avec le CST-100 Starliner que l'agence préfère prendre des années de retard plutôt que faire courir le moindre risque à ses astronautes, ce qui est aisément compréhensible. Côté station, on pourrait donc être confronté à un problème similaire. Un projet développé dans les temps mais retoqué par la NASA suite à des essais peu concluants. Pour parer au risque, l'agence essaye comme à son habitude de miser sur plusieurs tableaux. Il y a actuellement plusieurs projets de stations privées rien qu'aux États-Unis. La NASA se donne par ailleurs un peu de marge. Les premières stations privées sont pour le moment prévues autour de 2028. Il y aurait donc 2 ans pour parer aux imprévus. S'il y a un peu de retard, cela fonctionnerait, mais dans un cas similaire au Starliner, on se retrouverait peut-être avec plusieurs années de trous capacitaires. C'est peut-être aussi pour ça que la NASA pense de plus en plus à utiliser le Starship comme une station à part entière. Le vaisseau de SpaceX est suffisamment volumineux pour accueillir des équipages à long terme, et les fonctions de ravitaillement et de docking avec d'autres vaisseaux sont déjà en développement pour Artemis. Si SpaceX continue son développement éclair, ce pourrait donc être la solution idéale pour l'après-ISS. Ce DNDE touche pour sa part à sa fin. N'hésitez pas à partager vos questions dans les commentaires, on y répondra dans la vidéo qui sortira ce dimanche à 18 h. Je vous rappelle que vous pouvez profiter de l'offre de notre sponsor MyHeritage directement en description. Vous pouvez trouver nos sources et nos réseaux sociaux dans la description. On se retrouve jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.